Donc merci de me permettre de vous parler encore une fois de plus, de Covid-19, mais sous un angle qui est différent. On va parler effectivement du raisonnement clinique et comment le raisonnement clinique a été modifié, est modifié ou pas en période pandémique de Covid-19. Je m'appelle Mathieu Cohen, je suis chef de clinique en médecine interne générale et je suis également membre facultaire de l'UDREM, l'unité de développement et recherche en éducation médicale. Qu'est-ce le raisonnement clinique? Le raisonnement clinique peut être défini comme un processus de réflexion qui conduit à des décisions qui sont ancrées dans la pratique clinique et qui finalement amènent à des actions pratiques judicieuses et justes. Ça, c'est une définition assez classique. Mais qu'est-ce qui est sous-tendu au raisonnement clinique? Il y a deux types de raisonnement, deux types de pensée. Un type de pensée plus rapide, appelé aussi le System 1 Thinking, et un type de pensée plus lente, qui est le System 2 Thinking, qui sont à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, imaginons que nous avons un patient, vous allez entendre tout à l'heure le professeur Noble qui parle de pathologie cardiovasculaire, entre autres, mais admettons que le patient se présente avec une DRS typique, avec une irradiation au bras gauche. Vous connaissez le patient, il a 3 facteurs de risque cardiovasculaire, peut-être il a aussi un surpoids, il est un fumeur. Vous reconnaissez immédiatement le tableau qui vous amène à une hypothèse finale, qui est probablement juste, d'un infarctus, avec une décision de prise en charge assez rapide. Vice-versa, il s'agit d'une pathologie plus rare, moins fréquente, ou avec qui nous avons tous et toutes moins de confiance et moins de connaissances. Donc on se représente le problème, c'est le processus analytique, analytico-déductif. On commence à générer des hypothèses, on interprète ces données, on vérifie ces données, on recherche d'informations supplémentaires pour arriver à l'hypothèse finale. Éventuellement, on peut répartir sur cette boucle-là. Mais il faut bien comprendre que les deux processus, les deux systèmes de pensée ne sont pas mutuellement exclusifs. L'un peut nourrir l'autre. Admettons que notre patient avec la DRS, finalement, a un électrocardiogramme qui est tout à fait normal. Il n'y a pas d'élévation de troponine. L'échocardiographie, elle est normale, il n'y a pas de dyskinésie. Donc, on va tout de suite switcher de ce système rapide à un système plus lent où on se représente à nouveau le problème, on génère des hypothèses. On parle de dual process thinking, donc ce n'est pas un processus exclusif, mais dual. Les deux parties du système de la pensée, les deux façons de penser coexistent. Est-ce que finalement le raisonnement clinique a été perturbé dans ce temps pandémique? Je vais vous raconter un cas. C'était le 25 mars 2020. Je vous propose de faire une petite régression en âge, voir un peu ce qui se passait le 25 mars 2020. On avait environ 170 patients, 180 qui étaient hospitalisés au SMIG, donc au service de médecine interne générale, dans les unités Covid, une soixantaine de lits qui étaient occupés en soins intensifs, et il y avait environ 1500 nouveaux cas dans la population par jour. Ça, c'est le contexte local, à HUG. En sortant, on se rendait compte que les places de jeu étaient fermées. Il n'y avait pas de gens dans les rues. Et avec un regard encore un peu plus large, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'étranger. Notamment, ce jour-là, le prince Charles avait été testé positif au Covid-19. Donc, dans ce contexte-là, la nuit, je te dégarde avec deux excellentes collègues, Iris Najar et Laura Sossauer, que je remercie, nous avons reçu des urgences un homme de 74 ans qui présentait une asthénie, un état fébrile, une confusion, une saturation qui était normale. Il avait des antécédents de bioprothèse aortique 5 ans auparavant. À l'examen physique, il avait un souffle systolique. On s'est rendu compte aussi qu'il avait des taches bizarres au niveau des mains et des pieds. Le laboratoire montrait en leucocytose, un syndrome inflammatoire très important avec une CRP à environ 300. La radiographie du thorax ne montrait pas de pneumonie franche lobaire, on dirait, mais quand même il y avait des infiltrats. Finalement, la PCR pour le SARS-CoV-2 était négative, mais on savait bien, ou au mieux, à cette époque-là, on ne savait pas trop. Est-ce qu'on pouvait se fier d'un seul test négatif, et c'était interprété comme un faux négatif? Toujours est-il que le patient il est monté dans l'unité avec un diagnostic de pneumonie probable à Covid-19. Sauf que le patient, rapidement, il a développé un choc septique. Et les hémocultures qui avaient été piquées aux urgences, finalement, reviennent positives pour du staphylocoque doré. Le patient, il ne va pas rester longtemps aux soins stationnaires, il passe d'abord aux soins intermédiaires, puis aux soins intensifs, où une ETT montre, met en évidence un abcès au niveau de l'anneau aortique. Vous avez compris, donc le patient avait une endocardite infectieuse. Donc oui, bien sûr, le diagnostic d'entrée, rapidement, s'est révélé comme pas juste, voire erroné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si le diagnostic est le diagnostic d'une endocardite infectieuse, un diagnostic pédagogique derrière, c'est qu'il y a eu une fermeture prématurée de la démarche diagnostique. C'est une difficulté qui est courante
et consiste dans la recherche de données qui confèrent finalement une seule hypothèse sans remarquer de nouveaux indices, sans explorer de nouvelles informations qui pourraient conduire à d'autres hypothèses. On s'est limité à dire c'est la COVID-19 et basta. Mais pourquoi? Parce que le raisonnement clinique n'est pas un tout en soi. Le raisonnement clinique se produit dans un contexte qui est vaste et changeant. Des auteurs comme Higgs et Jones ont parlé du problem space, l'espace à problème. C'est-à-dire que le raisonnement clinique existe dans un contexte qui est fait de facteurs locaux, organisationnels, socioculturels et mondiaux. Dans une récente position paper fait avec notamment Julia Sader et Marie-Claude Odetta, on a un peu explosé ces différentes composantes du problem space qui peuvent être en jeu dans le raisonnement clinique en temps pandémique de COVID-19. Si vous regardez sous la droite, bien sûr, il y a des problématiques, il y a un contexte patiente et perspective et intérêt du patient, il y a un contexte organisationnel qui est particulier, l'incertitude des connaissances, les connaissances qui sont extrêmement changeantes et qui ont une influence sur la prise en charge. Il y a un contexte de l'équipe qui est particulière. On était tous et toutes fatigués, stressés. Il y avait des malades, il y avait des absences liées aux maladies. Il y a eu même des morts liées au Covid-19. Le contexte de l'équipe locale. Donc on changeait rapidement d'équipe. Le contexte global, le contexte pandémique, l'incertitude. On rentrait chez nous, on n'avait pas vraiment d'autre chose qu'un shift entre l'hôpital et la famille, avec des peurs, même en famille, d'amener éventuellement la maladie. Donc tout cela, ce contexte-là, n'est pas étranger au raisonnement clinique. Le raisonnement clinique naît là-dedans. Et donc tout ce contexte est susceptible d'entraîner des erreurs de raisonnement. Et en plus, on était tous et toutes, en tant que personnel soignant, sous pression. Quand on est sous pression, on met en place des stratégies pour augmenter la rapidité du processus décisionnel. Il faut prendre des décisions vite. On sait à quel point les patients avec maladie à Covid-19 peuvent rapidement se dégrader. Et il fallait prendre des décisions rapides, malgré un contexte d'incertitude. On a dit tout à l'heure, la prise en charge pouvait changer d'un jour à l'autre, ou presque. Donc on faisait plutôt confiance à certaines intuitions parfois. Donc tout cela était indispensable, on n'avait pas le temps. Or, le optimal thinking time, le temps dédié à la pensée, se réduisait. Et un certain nombre de papiers montrent que dès que le temps dédié à la pensée diminue, le nombre de diagnostics différentiels qu'on pose se réduit aussi. Donc tout cela peut amener à des biais et à des erreurs de raisonnement et de décision, de raccourcis de la pensée, ce qu'on appelle des heuristiques. Les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont un concept qui a été introduit en 1974 par un couple de psychologues, Tversky et Kahneman. Kahneman, probablement vous le connaissez grâce à son livre très connu Thinking Fast and Slow, et pour le fait qu'il a gagné en 2002 le prix Nobel de l'économie. Malgré, il dit, je n'avais pas beaucoup de connaissances d'économie. Les biais cognitifs, qu'est-ce qu'ils sont des distorsions cognitives systématiques dans le traitement de l'information qui peuvent amener finalement un jugement erroné. J'aime bien aussi la définition du biais cognitif comme d'une contamination mentale. Donc on a du mal de se libérer de cette contamination. Ces contaminations peuvent amener finalement à des réponses, à des prises en charge qui sont erronées à raison des processus mentaux inconscients, il faut bien souligner ça, et incontrôlables. Combien de biais nous connaissons? Donc dans ce codex biais que je vous invite à explorer, il est très intéressant, on a plus de 180 biais qui sont nommés. Il y en a probablement beaucoup plus. Donc je dirais que comme la pensée humaine a la tendance à être infinie, probablement aussi les biais ont la tendance à aller vers l'infini. Heureusement, en clinique, les biais que nous connaissons le plus, ça ne veut dire pas qu'on se limite à cela, mais les biais les plus connus, les plus rapportés dans les journaux de médecine et d'éducation médicale sont une douzaine. On en rencontrera tout à l'heure quelques-uns, donc je prendrai plus le temps pour les décrire. Et si vous êtes intéressé, je vous conseille cette revue de la littérature faite par Mathieu Nanda et Arnaud Perrier en 2012. Donc, nous avons, sur la base de ces idées, de ces perspectives, commencé une collaboration. Donc, c'est une collaboration entre le SMIG et l'UDREM, notamment avec Mathieu Nanda, Julia Sader, Marie-Claude Odetta et Noël Junot, pour s'intéresser d'abord au rôle possible de biais dans le raisonnement clinique. Est-ce que finalement, il y avait une perturbation du raisonnement clinique dans la COVID-19, la première hypothèse, est-ce que cette perturbation pouvait être amenée, soutenue par des biais? Donc pour cela, il y a une année pile poil, en début mai 2020, on a envoyé des emails aux 169 médecins internes et chefs de clinique
du SMIG qui était en train de prendre en charge des patients avec Covid-19 en posant la question, mais ça serait intéressant de collecter quelques cas cliniques qui illustrent la perturbation possible du raisonnement clinique. Donnez-nous des vignettes cliniques. Donc on a pu collecter un certain nombre de cas cliniques que nous sommes en train d'analyser. Et une analyse, pour l'instant très préliminaire, nous montre qu'il y a 4 biais principaux fréquents. Un biais qui s'appelle la dissonance cognitive, quand on est inconfortable parce qu'il y a plusieurs pensées simultanées qui sont conflictuelles l'un avec l'autre. Un biais de disponibilité, c'est-à-dire qu'on considère un diagnostic parce que c'est le premier qui nous vient en tête. On peut penser tout à l'heure la Covid-19 et ce diagnostic-là est resté là. Un biais de confirmation, on va chercher seulement ces hypothèses, ces éléments qui vont confirmer mon hypothèse diagnostique initiale. Et finalement, une fois qu'on a postulé tout ça, on se trimballe notre idée, notre hypothèse derrière, comme si c'était une encre. Donc, c'est le biais d'ancrage. On est incapable de s'ajuster à des nouveaux éléments et donc on reste avec cette hypothèse-là. Mais finalement, ces biais-là, ils confluent vers quoi? On l'a dit tout à l'heure, vers cette fermeture diagnostique prématurée qui nous empêche de vérifier, ou nous entrave dans la vérification des hypothèses initiales, on reste avec ces hypothèses-là, et tout ça nous amène à des décisions inadéquates. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que les biais, ils sont inconscients. C'est pour ça qu'il est très difficile de minimiser les biais. De vraies stratégies de débiasing n'existent pas ou n'ont pas éprouvé une réelle utilité en contexte de soins. Il n'y a pas vraiment peu d'études qui peuvent montrer que les stratégies de débiasing sont efficaces. Or, on peut vous faire quelques propositions. D'abord, développer une systématique de pratique réflexive, se poser en boucle la question « et si c'était autre chose ?» Également, ce qui est très utile, c'est de partager l'incertitude avec les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec moi? Ou confier clairement à un collègue le rôle de l'avocat du diable. C'est quelqu'un qui va nous poser des questions contre notre hypothèse. Mais je vous pose la question, est-ce possible pour tous les cas, surtout dans un contexte extrêmement rapide comme celle d'une pandémie, avec un nombre de malades qui augmente? Et il faut prendre des décisions rapides, mais ce n'est pas tout. Il y a une autre problématique. Nous ne connaissions pas la maladie Covid-19 avant qu'elle arrive. Donc nous n'avions pas ce qu'on appelle un illness script. Le script de la maladie, ou illness script, c'est une représentation mentale organisée, un résumé d'une maladie, en termes de physiopathologie, de clinique et de traitement. Sûrement, vous pouvez lire plus dans les papiers de Charlin et de Bowen. Les scripts, c'est un concept qui ne vient pas du tout de la médecine, c'est un concept qui vient de la psychologie, je dirais même avant de la philosophie. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ces scripts-là sont des connaissances conceptuelles qui sont interconnectées et stockées dans la mémoire à long terme. Ça sert à quoi d'avoir un script? Ça nous permet de prédire la façon dont un événement particulier est susceptible de se dérouler. Je vous fais un exemple. Il fut un temps où on allait au restaurant. Quand on allait au restaurant, on savait grosso modo ce qui allait se passer. On était assez certain qu'à un moment donné, il y aurait eu un serveur, une serveuse qui nous montre une carte. On aurait choisi peut-être un bon vin, on aurait finalement mangé des bonnes choses, et finalement, hélas, à la fin, il y aurait eu l'addition. Ça, c'est le script du restaurant, qui s'active à chaque fois que nous pensons d'aller au restaurant. En revanche, qu'est-ce qui se passerait si on retrouve accroupi dans un coin du restaurant un éléphant? L'éléphant ne fait pas partie de notre script du restaurant. Ça serait assez étrange. Donc, si on revient au script de la maladie, à cette représentation organisée d'une maladie, son anatomie est assez simple. Elle est basée sur 4 piliers. La physiopathologie, en littérature on l'appelle le fault, si on pense à nouveau à la maladie coronarienne. Donc le fault, la physiopathologie, c'est la plaque d'athérome, éventuellement la thrombose sur plaque, etc. Des facteurs prédisposants ou enabling conditions, l'obésité, le tabac, l'hyperlipidémie, etc. Les conséquences, ce sont les plaintes du patient et les signes et les symptômes associés. Et finalement, dans notre script de maladie coronarienne, par exemple, il y a un traitement, un management, en termes de management diagnostique et thérapeutique. Mais comment il naît? Comment il se crée et se peaufine? Comme si c'était un bébé, l'illness script. Donc, ils naissent normalement sur les bancs de l'université. On a des scripts au début qui sont très riches dans les composantes physiopathologiques. C'est de la théorie, c'est le Netter, c'est le Harrison, c'est le Robbins qui nous ont d'abord permis de créer un script, par exemple, de l'infarctus. Ce qui fait qu'à un moment donné, vers la 4e année de médecine, on a une idée assez précise de ce que c'est le script de l'infarctus. Et l'image d'Épinal, c'est le bonhomme qui sort du restaurant, qui a une douleur rétrosternale après un repas arrosé et bien riche.
Mais avec le temps, on se rend compte qu'avec l'expérience et notre pratique clinique, grâce aux rencontres avec des patients et des patientes, l'image d'Épinal du nether n'est plus exactement valable, n'est pas tout à fait valable au 100%. Donc, nous avons des images qui sont teintées de nos différentes expériences cliniques. Donc, les scripts, ils naissent, mais ils sont façonnés, ils évoluent par l'expérience, ils sont affinés par la pratique clinique. Pas de script sans pratique clinique, on pourrait dire. Ou, sans pratique clinique, on aurait des scripts qui sont très, très, très limités. Comment le script interagit et nourrit le raisonnement clinique? À nouveau, je vous fais un exemple. On a un patient qui nous dit « j'ai mal là, au niveau de la poitrine ». Donc, on recueille des données. Homme, 74 ans, hypertendu, tabagique, douleur thoracique transfixion avec un examen physique sans particularité. On commence à se représenter le problème, on commence à poser des hypothèses diagnostiques et après, assez rapidement, on passe des hypothèses au script. On va voir quels sont les scripts qui pourraient justifier nos hypothèses. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être bien sûr un infarctus, mais aussi une œsophagite, une péricardite, une dissection aortique. Et finalement, on arrive ou pas à un diagnostic définitif. Si ce n'est pas le cas, on recommence la boucle. Donc, le raisonnement clinique, grâce au raisonnement clinique, les scripts, en fait, dans le raisonnement clinique, on va rechercher à sélectionner les scripts qui sont les plus adaptés à ce cas-là. On vérifie si l'appareillement est approprié, et si ce n'est pas le cas, on recommence. Mais attention, vous comprenez bien que si le script s'active trop rapidement, et si on n'entretient pas cette boucle réflexive, on risque de tomber sur des erreurs. Bien sûr, la COVID-19 est catastrophique, mais en même temps, ça pourrait ressembler à un laboratoire assez précieux pour étudier la naissance d'un illness script et tout ce qui peut influencer cette naissance. Donc, c'est une réflexion infiérie pendant que ça se fait. Pour cela, toujours le même groupe de travail, la collaboration entre SMIG et l'UDREM très active, nous nous sommes posé la question, mais finalement, comment les soignants, les soignantes ont commencé à se former cet illness script de la pathologie à COVID-19. En janvier 2020, on n'avait aucune idée, il n'y avait aucun script. Et maintenant, on commence à avoir des idées, de plus en plus précises. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça, c'est un travail que je fais en super étroite collaboration avec Julia Sader, que je me remercie d'être ici. Donc, on a créé des focus groups. Dans le 90% des cas, malheureusement, ils étaient par Zoom. Et on a interviewé des internes, des chefs de clinique, des adjoints, du SMIG, des soins intensifs et des urgences, mais également à des généralistes et à des pédiatres installés du réseau de l'UIGP, maintenant IUMFE, et du réseau Delta. Et on leur a posé la question, mais comment vous avez commencé à vous créer cette image, ce script de maladie de la COVID-19? Je vous donne quelques données préliminaires. On s'est rendu compte que la construction des scripts est différente selon l'exposition au cas. Il y avait vraiment une vision différente. Les internes, par rapport aux chefs de clinique, par rapport aux adjoints, ils ont construit leur script différemment. Les internes, en voyant un patient après l'autre, les chefs de clinique, ils avaient une vision un peu plus méta, et les adjoints encore plus. Le rôle des dynamiques institutionnelles, comment l'organisation changeante et comment les guidelines ont influencé ce script-là, typiquement en termes de prise en charge thérapeutique et diagnostique. L'importance de l'image du début et son évolution. Évidemment, en février-mars 2020, il suffisait de venir de Chine ou d'Italie pour activer le script COVID-19. On aurait pu dire que ça fait partie du diagnostic. Tu viens d'Italie, tu as la COVID-19, encore plus, à fortiori, si tu viens de Chine. Maintenant, les choses ont évolué. Également, la dyspnée. Comment interpréter une dyspnée qui n'était pas là ou peu là? Finalement, est-ce que la distance physique avec le patient a pu également influencer la création du script à la COVID-19? C'est probablement le cas. Bien sûr, on avait une perception du danger qui était importante, un rapprochement avec le patient qui était importante. Le patient, en plus, il était isolé. Donc, nous savons tous et toutes à quel point il est important de recueillir des informations, pas seulement par le patient, mais par sa famille. La famille n'était pas là, ou elle était à distance. Et finalement, comment l'impact sur la vie quotidienne des soignantes et des soignantes, sur nous tous et toutes, a joué un rôle sur la création du script de la COVID-19. Nous rentrons chez nous et nous avons une certaine anxiété, une certaine inquiétude à transmettre la maladie aux autres. Et ça, c'est un poids qui ne peut qu'influencer notre création du script de la COVID-19, qui devient une maladie que je risque d'amener chez moi, à la maison.
Un an après, est-ce que le processus de dépixelisation, comme ici la Joconde, s'est terminé? De loin pas, même si probablement on commence à voir un peu plus clair. D'autant plus parce que oui, bien sûr, l'évolution de l'hymne script a été faite depuis le début. Le script a été nourri par nos expériences, mais maintenant il y a des scripts différents, comme le script de la Covid long. Qu'est-ce que c'est ce Covid long? Est-ce que ça existe vraiment? Les complications angiologiques et neurologiques, quel est le script de la complication neurologique de la Covid-19? J'aimerais que vous puissiez partir d'ici avec quelques messages. D'abord, mis à part la définition savante du raisonnement clinique, j'aimerais bien que vous puissiez retenir que le raisonnement clinique, c'est aussi un engagement pour attendre la meilleure pratique que l'on puisse fournir à nos patients et patientes. L'importance du partage de l'information. On a vu tout à l'heure que ça pourrait probablement permettre de limiter le risque de biais, le fait d'échanger avec les autres. Le fait qu'il y a une responsabilité personnelle dans le développement des illnescripts. Ça vient de nos lectures, mais de notre expérience clinique, de notre exposition aux malades. Et finalement, le rôle de la recherche en éducation médicale dans tout ça. C'est grâce à la recherche en éducation médicale que nous pouvons regarder dans cette black box et décortiquer les mécanismes à la base du raisonnement clinique. Ça permet d'amener de la lumière dans quelque chose qui nous semble très inconscient, immédiat. Et donc, avant de vous remercier, vous tous et toutes, pour l'attention, je remercie Mathieu Landa, Marie-Claude Odetta, Julia Sader et Noël Junot, vraiment ce socle important avec qui on collabore. Les collègues du SMIG, du SMPR, des soins intensifs et des urgences pour leurs témoignages, également les généralistes et les pédiatres de l'UMFE et du réseau Delta, les fonds Edmond J. Safra, mais, comme le dit aussi le chat, je manifeste également notre reconnaissance et l'admiration à toutes les équipes des soignants et soignantes. Et merci à vous tous et toutes pour l'attention.